Bonne Parce que fête, c'est Luc! aussi l'anniversaire de Luc La Liberté, mesdames et messieurs. On voulait Écoute, donc le même traitement que JFK, je m'incline, merci. pareil, même traitement avec la même actrice célèbre. Voilà. Luc, joyeux anniversaire de la part de toute Merci l'équipe. beaucoup. Bon, évidemment, rentrons dans le vif du sujet. Il y a Oui. beaucoup de grains à moudre aujourd'hui en matière de politique américaine. On se rappellera que Donald Trump avait licencié la patronne du Bureau de la statistique sur l'emploi. Le nouveau commissaire a été nommé et ce qu'il dit, c'est pas qu'il va changer les chiffres ou publier des chiffres plus convenables. En fait, il va simplement cesser de publier les chiffres. C'est quand même, pour moi, l'économiste, un peu fort quand même. Ah, toujours un peu plus loin au-delà du réel. On devrait faire revenir cette vieille série. Donc, il n'a pas cherché très loin en passant pour trouver quelqu'un pour remplacer la commissaire. Il est allé chercher au sein de la Heritage Foundation, la même Heritage Foundation qui a produit le fameux projet 2025 dans lequel on parlait justement de mettre en place un exécutif qui serait plus autoritaire. Donc, il est allé chercher un économiste qui travaillait pour la Heritage Foundation. Et bien sûr, et j'imagine que des gens comme toi, au premier chef, on se disait, ben, que va-t-il faire avec ces chiffres-là? Parce qu'il en va de la réputation des Mhm. États-Unis, de la réputation du Ouais. service, des prévisions, de la stabilité. Ces chiffres-là, tout ça pour dire et pour résumer, sont très importants, significatifs. Ben voilà, on se disait, ben, est-ce qu'on va encore aller dans la désinformation? Est-ce que les gens vont devoir spéculer sur les chiffres au sens sont-ils vrais ou pas? Hein? Est-ce qu'on les a réévalués? Est-ce qu'ils sont trop hauts? Puis nous, on doit évaluer à la baisse pour avoir quelque chose de proche de la réalité. Ben, ce ne sera pas ça, finalement. Tant qu'à avoir des chiffres qu'on n'aime pas, ben, on ne les présente tout simplement pas. Donc, je ne sais pas pour toi comment tu as reçu la nouvelle ou quelle est ta première réaction, mais écoute, je peux pas dire les bras m'en tombent parce que Hmm. je serais sans bras depuis très longtemps, là, au moins depuis janvier 2025. Et Et écoute, Luc, ça ne s'invente tout pas simplement de pas. bras, pas de chocolat, hein, tu sais ce qu'ils disent, donc il faut faire attention, évidemment. Mais blague à part, bon, je réagis de Ouais. plusieurs façons, mais je te rappellerai quand même que plusieurs grandes institutions financières américaines, là, qui sont évidemment pas le Bureau of Labor Statistics, mais avaient donné et avancé des chiffres de l'emploi qui étaient beaucoup plus précises, en rétrospective, qui étaient beaucoup plus précis que les chiffres du Bureau of Labor Statistics. Une fois qu'il y a eu la révision, là, la fameuse Oui, révision, une fois qu'on a on eu la tombait révision. presque sur les chiffres des grandes institutions financières. Donc, je me dis, ultimement, la nature a horreur du vide. Si le bureau ne veut plus faire son travail, c'est à se demander à quoi il sert, là, parce que franchement, un bureau qui compile Voilà. des données qu'il ne publie pas, aussi bien fermer la boutique. Mais de deux, il y aura d'autres sources, certainement, et possiblement que ces grandes institutions vont redoubler d'ardeur dans la collecte de données, dans l'intensité de la publication, parce que c'est des données absolument critiques pour savoir si l'économie américaine va bien ou non. Faudra voir si Donald Trump s'en prend ensuite à ses Voilà. autres sources, ce qui serait quand même un peu Il fort va, il va du toujours, chef, il va là. toujours être, il va toujours être question aussi d'objectivité. Une des raisons pour laquelle on s'en remettait au commissaire quand il parlait de ces statistiques, c'est un travail qui n'était pas partisan. Puis Hmm. démocrates comme républicains, ben écoute, on était parfois contents puis on s'attribuait le mérite. On était mécontents puis on cherchait à faire diversion. Mais on s'en remettait à ça pour le caractère non partisan, pour éviter la partisanerie politique. Donc, effectivement, est-ce que ce service-là est toujours important maintenant? Est-ce que ça mérite qu'on maintienne ça? Est-ce que Dodge va passer ça à la trappe éventuellement? Sinon, ben, à qui va-t-on s'en remettre pour ces chiffres-là? Hmm. Puis quelle va être la confiance aussi, soit des investisseurs, soit des consommateurs, des citoyens américains, ceux en tout cas qui s'intéressent à ce genre de questions. Moi, je Bastien, trouve ouais. ça tellement fascinant parce que ceux qui excusent Trump, normalement, le font parce que il serait bon pour l'économie, entre guillemets, là. Mais moi, je place ça comme Ouais, le Big Beautiful Bill où on s'attaque carrément à l'économie américaine avec ça. Comment prendre voilà. des bonnes décisions si on n'a pas la bonne information? Puis là, à ton point, Francis, que tu dis peut-être que l'information va venir d'ailleurs. Bon, espérons qu'on pourra l'avoir, cette information, mais c'est plus facile pour Trump de dire non, non, c'est des fausses nouvelles, c'est des fake news si ça vient pas de Voilà. sa propre administration. Donc, celle-là me fait respirer pas mal fort, là. Non, écoute, puis retenez ça, là, c'est jamais agréable d'évoquer ce genre de choses-là, mais c'est une autre manifestation d'un meneur autoritaire qui nous fait vivre dans sa bulle, qui veut qu'on aille le rejoindre dans une réalité qui est alternative. Donc, on a bien rigolé la première fois, hein, la première administration Trump, quand Kellyanne Conway, qui parlait au nom du président, avait dit, ben ça, les journalistes, hein, vous évoquez des faits, mais le président, lui, il a ses faits.
Ce sont des faits Des faits alternatifs. alternatifs, oui, Et effectivement. je me souviens d'avoir éclaté de rire en disant, en très mauvais français, que c'est ça. Mais on est rendu là. C'est là où on doit aller le rejoindre maintenant si on veut regarder un peu vers demain, ou ne serait-ce que pour voir des explications. Mais il y a une déconnexion avec la réalité qui est de plus en plus prononcée. Et un leader autoritaire peut se permettre ça. Pas le président de ce qu'on a aux États-Unis qualifié de plus grande démocratie de la planète. Effectivement. Je voulais t'entendre sur ce sujet, tu sais, qui me touche très personnellement et très directement, la question de l'électrification des transports, des voitures individuelles. Au Canada, on sent là, une certaine valse-hésitation. Plusieurs disent « c'est trop vite ». Bon, en tout cas, je ne veux pas refaire le procès de l'affaire, mais Ford, en tout cas, semble pas hésiter là, pour l'instant. Ils ont annoncé redoubler là, d'investissement. Ils évoquent un moment équivalent à la Model T, là, qui a quand même été iconique dans l'histoire de l'automobile dans le monde, là, en Amérique du Nord pour le moins. Et donc, ils annoncent 5 milliards de dollars d'investissement additionnel dans la filière des véhicules électriques. Je vais te faire une petite confidence. Là. On en parle régulièrement sur les ondes de Cube, mais on dirait que depuis quelques semaines, notamment avec la construction qu'a repris là, après les vacances, le nombre de ces F-150 Lightning que je vois là, sur les chantiers de construction, avec le capot ouvert, les trousses d'outils, je sais pas, c'est peut-être un biais d'identification, mais il me semble qu'il y en a vraiment de plus en plus sur les routes du Québec. Ford fait le F-150, mais plusieurs autres modèles. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé plus précisément? Ben écoute, puis clin d'œil à nos amis en même temps. J'ai failli envoyer ça à Mario Dumont et à Pierre Zappa parce que j'ai pensé directement à eux quand c'est arrivé. Bien sûr à toi parce que tu t'étais porté à la défense de la voiture électrique. Volet peu connu de mes activités, et je le mentionne en joie, je suis un gars de char. J'ai toujours adoré les voitures, l'histoire de la voiture. Puis j'en ai une à essence pour des raisons personnelles. J'en ai une électrique que j'adore et j'attendais justement ce que Ford vient d'annoncer. Et je pense là aux besoins de ma petite famille, pas mes besoins à moi. Donc, ils ont dit, écoutez, on relance 5 milliards de dollars. Puis là, ça a étonné des gens parce qu'on a dit, l'administration Trump, un peu comme on le fait de notre côté de la frontière, a laissé tomber les incitatifs pour encourager l'achat de voitures électriques. Puis là, on a dit, est-ce que ça va ralentir des projets? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va chercher des modèles hybrides? Il y avait un brasse camarade au sein de l'industrie automobile et Ford était la première compagnie à dire non. Nous, au contraire, on s'en va vers l'électrique plus vite que jamais. Puis on y va maintenant parce qu'on a peur de la Chine. On pense que c'est une question de temps avant que les voitures chinoises arrivent chez nous. Et le gros avantage de BYD, par exemple, c'est d'arriver avec des voitures qui sont beaucoup plus abordables. Moi, c'est une des problématiques que j'ai avec une famille qui est plus nombreuse. J'ai besoin d'un plus gros véhicule, puis nos activités, plein air, chalet, etc., demandent qu'on transporte beaucoup de matériel. Et j'ai pas les moyens pour un F-150 Lightning, en tout cas pas encore. Donc, il y a des modèles d'entrée de gamme moins chers. Hein? On en reparlera hors d'onde, si tu veux, Luc. Mais blague à part. Mais voilà ce que Ford dit, mais là où, c'est parce qu'il y a un côté, entre guillemets, plus sombre où il y a une forme d'insécurité qu'on va provoquer avec ça. C'est on s'en va à fond de train et on revoit tout notre modèle de production des voitures électriques. On veut arriver avec des voitures qui, sur le marché américain, vont se vendre autour de 40 000 $ et peut-être moins. Mais on s'est fixé comme objectif 40 000 $. On dit avec ça, s'il y a des tarifs, imaginons-le, sur les voitures chinoises, on va être plus compétitif, plus de gens vont acheter, puis on développe notre marché. Pour arriver à offrir ça à 40 000 $, on a dit, c'est toute notre chaîne de production qu'il faut revoir. Et c'est là la comparaison avec le Model T. C'était l'application du Taylorisme, ce qu'on a appelé le Fordisme aux États-Unis. Ouais. Donc, la voiture accessible au plus grand nombre de personnes possible. Mais là, ce qu'on craint, c'est quand on va faire ça, combien de gens on va mettre à pied? Qu'est-ce qu'on va créer comme bouleversement sur nos chaînes de montage? Et là-dessus, c'était pas encourageant. Le porte-parole de Ford, ce qu'on a répondu, c'est un très, très gros pari qu'on prend, puis j'ai rien qui est 100% garanti dans ce qui va advenir de la main-d'œuvre ou de notre rapport avec l'être humain, finalement, sur la chaîne de montage ou dans la conception. Donc, tout ça pour dire, on s'attendait, on attendait de voir qui allait faire, en très mauvais français, le premier move, qui allait poser le premier geste. Ford a décidé d'aller de l'avant plus agressivement que jamais parce qu'on dit, on s'en va vers les nouvelles technologies, on est rendu là. Et ça, je sais que c'est un argument qui te plaît. Pourquoi aller vers de vieilles technologies qui ont fait leur temps? Allons vers de nouvelles technologies, puis nous, on va être des meneurs là-dedans. Alors, restera à voir maintenant GM qui avait été très agressive au début, puis entre autres parce que quand on les a sauvés de la faillite,
faut se rappeler que c'était arrivé sous Obama et sous George Bush. Ouais. Un des incitatifs qu'on avait eu pour GM, c'est vous voulez de l'argent, vous allez faire des voitures électriques aussi. C'est comme ça qu'on a eu les Volt, Bolt et compagnie au départ. Ils en font quand Donc, même quelques-unes. oui, Là, tout puis à fait, tout à Cadillac, fait. d'ailleurs, ont commencé à lancer. Ouais. Cadillac a lancé plusieurs modèles, là, des plus petits, moyens, gros, jusqu'au Ouais. Cadillac Escalade, là, qui se vend 200 000 là. Je pense que là, on est un petit peu en dehors de... Même toi puis moi, si on se cotisait, on n'aurait pas C'est ça, nécessairement... toi et moi ensemble, on fera pas de covoiturage On dans un pourrait faire Escalade. une semaine, si tu veux, mais blague à part. Ouais. Ça pour dire, puis moi, s'il y a une chose que je retiens de ton point là-dessus, puis que je n'arrête pas de répéter, c'est qu'on ne pourra pas éternellement protéger l'industrie nord-américaine de ce qui est en train d'arriver en Chine. Là, c'est bien beau les tarifs, là, le protectionnisme, puis je comprends qu'on veut donner le temps, mais pendant ces temps-là, les Chinois n'attendent pas pour continuer de faire de la R&D, de développer les autonomies, les chimies de batterie, etc. Si on Puis oubliait... plus on attend, plus l'écart va être important entre ces deux pays et je crains bien que ça va être éventuellement irrécupérable. Puis tu as raison de dire, oui, il y aura peut-être des pertes d'emplois, mais il vaut mieux quelques pertes d'emplois maintenant que l'annihilation de l'industrie dans 10-15 ans. Je veux dire, il va y avoir un moment écoute, où ça aurait pu aucune logique de protéger notre marché puis de payer 2-3 fois plus cher. Je serais prêt à faire un pari, moi, Francis. Là, imaginons demain, on oublie le côté politique. On y va pour le prix. On laisse entrer BYD et d'autres, parce que je nomme BYD, mais il y en a d'autres. Imaginons qu'on les laisse entrer ici. Pour bien des gens, un des facteurs qui les freine quand vient le temps d'investir dans l'électrique, c'est le coût au départ. Ils calculent moins les économies d'échelle qu'on a ensuite. Faire entrer BYD ici demain matin, combien vont laisser tomber leur voiture à essence pour une voiture électrique abordable? Moi, je pense qu'on a une réponse assez nette. Donc, je veux dire, on s'en va vers ça. L'histoire le montre. Là, il y avait bien du nationalisme jusqu'à temps que les Japonais puis les Coréens se mettent à vendre des voitures à 25 000. Puis là, il y avait moins de nationalisme soudainement. Il a même fallu faire, à l'époque, on le rappelle, du protectionnisme pour éviter que Toyota et plus tard Hyundai prennent tout le marché. Je veux dire. Et donc là, on est encore une fois dans ce moment-là. Maintenant, c'est plus tellement la question du prix ou de la motorisation, mais bien celle carrément de la nature de l'énergie. Mais je crois, encore une fois, pour l'avoir dit de nombreuses fois à ce micro, qu'il y a des limites à continuellement pelleter le problème vers l'avant. Et je salue en tout cas Ford là, de mettre les bouchées doubles à accélérer ça. Fred, mot de la fin en 30 secondes? Moi, j'aimerais ça essayer de conduire ton véhicule électrique, Francis. Moi, ça, vous ferai on fera dans le stationnement ici là, des petits tours, là, si vous voulez. Ben, écoute, quand j'irai vous voir, qu'on partage ce fameux verre qu'on se promet de prendre, on fera des tests de voitures électriques. On J'adore. On invitera Daniel Breton, là, puis on en fera un grand événement. On fera les tests avant le verre, comme ça on est 100% correct. Oui, voilà, c'est très important dans l'ordre. On est en train d'exploser notre temps, Luc La Liberté, mais je voulais quand même t'entendre. C'est aujourd'hui le 12 août, jour pour acheter un livre québécois. Je t'ai demandé si tu avais des recommandations pour nous. Vas-y très rapidement, s'il te plaît. Première suggestion, un BDiste qui est reconnu, québécois, qui est reconnu à l'international et à mon goût pas assez chez nous, Philippe Girard, qui a sévi à de nombreuses occasions. Il mêle culture, histoire, BD. C'est à lui qu'on devait, par exemple, Leonard Cohen, une bande dessinée qui elle, a connu un franc succès. Il vient de produire, c'est lancé Le Prince des oiseaux de haut vol. C'est le passage de Saint-Exupéry à Québec. Donc, encore une fois, culture, littérature, histoire. Puis, ben écoute, c'est tout près de chez moi. Donc, honnêtement, j'adore les BD. J'ai du Guy Delisle, j'ai du Rabagliati et je n'avais jamais même entendu parler de ce. Puis écoute, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion de couvrir une campagne électorale avec Philippe à l'aide de BD. Donc, on a collaboré tous les deux. En plus, c'est un chic type. Et chapeau aussi à notre collègue Karine Gagnon, dont j'ai acheté les deux derniers ouvrages. Le dernier, c'est Le Code de la Baume. Donc, c'est quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un avec qui je collabore au journal aussi. Et j'apprécie énormément ce qu'elle fait et le travail de recherche. Donc, mes deux suggestions pour aujourd'hui. Merci, Luc. On se retrouve demain. Bye!